Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal ce jeudi 20 mars 2014, journal que nous avons le privilège ce soir de vous présenter. Ce soir, nous avons en même temps l'honneur de recevoir pour vous, nous estimons que ce n'est pas la toute première fois, M. Gabriel Mokia. Il est le président national du mouvement des démocrates congolais, opposant, il n'est pas présenté, et voilà, avec lui, nous aurons alors analysé quelques questions d'actualité. Bonsoir, M. Mokia. Bonsoir, messieurs les journalistes. En marge de la 44e journée internationale de la francophonie, célébrée le 20 mars de chaque année, le ministre des Affaires étrangères, coopération régionale et de la francophonie, Raymond Tshibanda, a adressé un message à la nation congolaise. Suivant le ministre des Affaires étrangères au micro de Vanessa Bompemo. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, en ce jour du 20 mars, le monde francophone célèbre la Journée internationale de la francophonie. Je me réjouis que cette célébration ait lieu au moment où la République démocratique du Congo assume la présidence de l'instance suprême de la francophonie. Cette importante et historique responsabilité a permis à notre pays de jouer plus que jamais un rôle majeur dans les sphères internationales, comme en témoignent par ailleurs plusieurs grandes initiatives congolaises, dont la tenue en septembre 2013 au siège des Nations Unies de la concertation des ministres des Affaires étrangères des 70 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et la tenue récente, avec succès, du deuxième Forum mondial des femmes francophones qui a réuni dans la capitale plus de 3000 délégués venus des 4 coins du globe. La République démocratique du Congo est particulièrement sensible à tout ce qui touche à la jeunesse. Les manifestations commémoratives du 44e anniversaire de l'OIF dans notre pays, appelées à s'étaler sur une semaine, vont donc s'organiser autour du thème « Francophonie et jeunes talents », thème qui est en phase avec l'un des segments du 15e sommet qui se tiendra dans les mois prochains à Dakar et dont le thème général sera « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». La volonté de toucher les dispositions intangibles de la Constitution par la majorité présidentielle avec intention de la tailler sur mesure risque de créer de vives tensions au pays. Pour certains juristes constitutionnalistes, il est trop dangereux pour un État de procéder à chaque fois par la révision des dispositions de la Constitution. Ils sont au micro de Vanessa Bompemo. La question de la révision constitutionnelle ou carrément de son changement, tel que souhaite la mouvance présidentielle, famille du chef de l'État Joseph Kabila, éveille l'attention de plus d'un compatriote congolais sur le sens réel de ces deux concepts. Maître Hubert Kambala, constitutionnaliste de son État, balaye d'un revers de la main l'idée machiavélique qui plane dans la tête des ennemis de la démocratie, de la stabilité et de la paix en République démocratique du Congo, en proposant non seulement la révision constitutionnelle, mais son changement total, et ce, en cette période où les vrais compatriotes s'investissent utilement à la reconstruction du pays et à l'organisation des élections prochaines. Mais ce que nous suivons actuellement sur le terrain, c'est-à-dire on procède par le mécanisme de la pétition, non pour réviser la Constitution, mais pour la changer. Or, cette démarche-là, à mon avis, n'est pas constitutionnelle. Quand bien même la liberté d'expression est réservée à chacun des Congolais, mais procéder au changement de la Constitution par ce procédé-là, c'est juste une tricherie. La pétition est prévue pour arriver à la révision de la Constitution et non au changement de la Constitution. Or, vouloir changer la Constitution, c'est vouloir faire table rase de l'ordre institutionnel établi par la Constitution de 2006. Nous quittons la Constitution de 2006 pour une autre Constitution avec une autre philosophie politique. Je pense que cette démarche-là, dans l'opinion, ce n'est pas vraiment un besoin pour la population actuellement. Estimer que les 2 mandats consécutifs du président Joseph Kabila n'ont pas suffi pour lui permettre d'achever sa vision politique n'est pas du tout responsable, a-t-il renchéri.
5 ans, c'est amplement suffisant pour quelqu'un qui a la bonne volonté de pouvoir développer une société. Pourquoi? Alors pourquoi à tout prix se battre pour la révision de la constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'évoque la majorité présidentielle, chose qui risquerait de mettre en mal la démocratie tant recherchée en République démocratique du Congo? Suivant cette réflexion que vous a proposée votre rédaction. La problématique de la révision ou modification des dispositions intangibles de la Constitution crée à ce stade des temps des inquiétudes dans les chefs de plusieurs Congolais qui ne cessent de s'interroger sur le pourquoi de vouloir à tout prix tripatouiller cette jeune Constitution. Promulguée en 2006, cette Constitution a déjà connu une première révision en 2011 où on est parti des 2 tours des suffrages pour l'élection présidentielle à un seul. Avec prétexte datant, le pays n'a pas d'argent. 2 ans et demi après, les mêmes ténors voudraient retoucher la Constitution d'une part, rendre en suffrage indirect l'élection des députés provinciaux avec le vieux prétexte le pays n'a pas d'argent, d'autre part, ramener l'élection présidentielle au second degré et faire passer son mandat de 5 à 7 ans. La question que le grand public congolais se pose à ce stade des temps est de savoir quel est le problème qui aurait indisposé les Congolais pour que la modification de la Constitution devienne une nécessité. La crainte à son niveau est que, même sans raison valable pour l'intérêt de la population, la majorité au pouvoir actuel, pour des raisons égoïstes, voudrait tailler la Constitution sur mesure. Cette question étant restée le dernier rempart pour cette majorité, il semble un peu difficile que cette mauvaise manœuvre ne puisse réussir si la population elle-même ne parvenait pas à se prendre en charge. Car la voie acceptée par la même Constitution, celle de soumettre la question par la voie référendaire à la population pour la révision des dispositions intangibles, semble encore plus favorable à leur mauvaise manœuvre, d'autant plus que ce résultat du référendum sera géré par la Commission électorale nationale indépendante, aujourd'hui largement mise en cause par les Congolais, estimant que cette soi-disant institution d'appui à la démocratie travaille pour faire et cause de l'actuelle majorité présidentielle. Quel type de démocratie pour la République démocratique du Congo? L'avenir nous en dira plus. Monsieur Mokia, je reviens en vous, vous avez suivi, là nous avons évoqué des questions en rapport avec la révision de la Constitution, mais ici il y a des dispositions intangibles qui sont visées par la majorité présidentielle. Vous avez suivi, certaines personnalités montaient déjà au créneau, pensaient que le chef de l'État actuel n'a pas terminé ce qu'il a construit, il faudrait qu'il achève sa construction. Ils ne se sont pas limités là, et alors on pense déjà remettre en cause de la Constitution par l'organisation au second degré de l'élection présidentielle. Alors, à votre avis, 2015, il pointe déjà l'horizon et les calculs vont jusqu'en 2022, 2015, quand vous additionnez avec les 7 ans qu'il pense, ça totalise alors, ça arrive jusqu'en 2022. Moi, M. Gabriel Mokia, vous avez quelle lecture par rapport à cette prise de position déjà de la majorité présidentielle? Non, monsieur le journaliste, merci pour la question. Je crois qu'ils sont à tête de plaisanter. C'est pour embrouiller l'opposition et décourager l'opposition de ne pas avoir une vision réelle de ce qu'elle va devenir demain la RDC. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va réviser la Constitution. Il n'y a personne. Lui-même qui gère le pays, il n'a pas dit à quiconque d'aller dire dans vos micros qu'on va réviser la Constitution. C'est la démocratie, n'importe qui peut venir réfléchir de sa façon. Il y en a qui veulent se faire des vedettes, ils réfléchissent et tout le monde bouge. J'ai entendu les gens de la majorité, ce qu'ils ont dit, et j'ai vu que le monde a bougé. La politique et tout ça, c'est pour embrouiller seulement, se faire connaître. Que la marmite prépare, la marmite politique prépare. Vous savez qu'on largue d'abord les moins supposés, ouais, donner un point de vue, et finalement, ça se réalise par après. Depuis que nous avons commencé à subir l'injustice dans notre pays, depuis l'entrée de l'AFDEL, nous n'avons jamais réagi. Mais s'ils osent de le faire, le Congo va bouger. Je ne suis pas n'importe qui peut passer pour vous dire n'importe quoi. Je suis membre de l'opposition dans notre pays.
Et quand je viens dire un mot, ces mots-là pèsent. Nous avons les peuples, nous avons l'opposition. C'est lui qui va s'hasarder à commettre de telles bavilles pour humilier les peuples congolais à cause de leurs propres appétits. Il va trouver l'opposition et les peuples sur les grandes avenirs. Nous allons résister jusqu'au départ de tout le monde qui cause problème dans notre pays. Voilà. Petite question, courte réponse. Vous allez résister, mais c'est connu que le peuple congolais ne supporte jamais la force des armes. Des fois, seulement à une journée, les choses peuvent changer. Merci. C'est ce que je vous dis. Attendez, peut-être à une journée, seulement les choses peuvent changer. On ne peut même pas faire 3 jours. D'accord. Ah, ok. Le directeur du bureau politique du mouvement national congolais pour Lumumba, Joseph Boula, a tenu un point de presse dans sa résidence de l'UPN. Dans son adresse, Joseph Boula a parlé de la relance des activités de son parti. Seule cette relance va procéder par la restructuration du parti. Il a par la même occasion émis le vœu de faire partie du gouvernement de cohésion nationale pour, selon lui, participer à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Reportage à Lenoka. C'est lui qui va vous présenter son parti. Le mouvement national congolais MNC Lumumba a tenu son point de presse ce jeudi 20 mars au quartier Upen. À cette occasion, le directeur du bureau politique de ce parti, Joseph Boula, a annoncé la relance des activités de son parti sur l'ensemble du territoire national. Cette relance, poursuit-il, va être suivie de la restructuration du parti pour intégrer de nouvelles figures, et ce, dans le souci de gérer le pouvoir sous le leadership du président Joseph Kabila. Comment nous allons nous relancer? Comment relancer le parti pour que nous soyons nous tous dans le combat pour la conquête du pouvoir, afin de faire vivre la vision de Patrice Emery Lumumba, qui disait: je voudrais qu'au Congo, les gens possèdent un salaire, que les gens possèdent un toit, un logis décent, que les gens n'aient pas peur pour leur sécurité. Nous avons l'obligation de relancer le parti, le MNC Lumumba, et de le reclasser dans le concert de combats politiques pour la reconquête du pouvoir. Nous devons d'abord penser aux fiefs électoraux de Patrice Emery Lumumba à travers le pays. Lumumba est mort, mais sa victoire est certaine. Joseph Boula a par ailleurs révélé à l'intention de l'opinion nationale que son parti n'a jamais été dans les différents gouvernements qui se sont succédés en République démocratique du Congo. À ce constat, il a exprimé le vœu de faire partie de l'équipe du gouvernement de cohésion nationale en vue d'apporter sa modeste contribution à la reconstruction du pays. L'atelier de 3 jours sur l'appropriation des dispositions générales relatives à la mise en œuvre du processus de transformation de certaines écoles publiques, de l'enseignement général normal en école, de l'enseignement technique en formation professionnelle organisé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en collaboration avec la coopération technique belge CTB en sigle, s'est clôturé le mercredi 19 dernier au centre Nganda de Kinshasa. Suivons ce reportage. L'atelier de 3 jours organisé par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en collaboration avec la coopération technique belge CTB s'est clôturé le mercredi dernier. Cet atelier a visé la mise en œuvre du processus de transformation de certaines écoles publiques de l'enseignement général normal en école d'enseignement technique et formation professionnelle. Pour la vice-ministre de l'EPSP, cette initiative va permettre une création d'emplois ainsi que la réduction du chômage en République démocratique du Congo. Cet atelier est d'une importance primordiale parce que nous sommes en train de transformer une partie de nos écoles, de l'enseignement général vers l'enseignement technique et professionnel. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes obligés d'importer la main-d'œuvre. Nous sommes en train de reconstruire notre pays. Et ce sont nos enfants, nous les Congolais,
qui devront construire notre pays. Et c'est pour ça que cet atelier était très important pour nous. On a fait une étude d'évaluation, avec nos partenaires, on a établi un map par rapport à toutes les provinces et on a remarqué qu'il y a carence justement de la main-d'œuvre. Ça veut dire que nous connaissons le besoin de chaque province. Vous comprenez? Chaque province a ses particularités. Katanga, c'est des minerais. Qu'est-ce qu'il faut pour l'enseignement technique et professionnel lié aux besoins de la province? Ainsi de suite, les autres provinces, la même chose. Pour le Katanga, par exemple, il faut des métallurgistes, etc. Et d'autres provinces, il y a l'agriculture, l'élevage, vous comprenez, et d'autres métiers. Et donc, vous comprenez que c'est un besoin pressant. Monsieur Mokia, je reviens en vous. Pourquoi? Simplement parce que vous savez que cette question risquerait de passer. La Constitution a permis, n'est-ce pas, pour la révision de certaines dispositions intangibles, que la question soit posée d'abord à la population par le référendum. Mais vous ne craignez pas que si on procédait aujourd'hui par référendum et que le résultat, même si la population pourrait dire non, qu'on ait alors un résultat tel que la population a accepté, on va procéder par la révision de ces dispositions intangibles. Vous savez que le Sénat avait dit les richesses du pays, le pétrole, l'or, les diamants, le cobalt, le manganèse n'entrent pas dans l'élaboration du budget. Dis-moi, ils vont réviser la Constitution pour qu'on reste dans le statu quo avec des petits budgets de 4 milliards de dollars. Mais moi je crois que les gens doivent se gêner dans ces pays. Même celui-même qui gère le pays, est-ce qu'il a le droit de le faire? Dans quel pays on a des avis à chaque année ou chaque législative on doit procéder à la révision constitutionnelle? Dans quel pays? Alors, si on veut le faire chez nous, c'est parce qu'on trouve comme les Congolais sont des naïfs, ce sont des obas, on peut monter dans leur tête comme ils sont là et les Congolais ne vont pas réagir. Mais nous sommes là. Qu'est-ce qui se passe, M. Mokia? Parce que nous avions vu des gens comme ça à l'époque de Mobutu. Autour de Mobutu, il y avait trop de problèmes. Il y a des gens qui parfois l'influenciaient en erreur. Mais on a l'impression que c'est un comportement du type ou un comportement de l'homme politique congolais qui voudrait d'abord ses intérêts privés, ne pense pas à l'intérêt collectif. Et pourtant, on s'est battu depuis tout ce temps pour avoir la démocratie. Nous avons la démocratie, on a organisé 2 fois les élections. Au lieu de respecter le cycle, mais on voudrait tout casser pour qu'on ait les mandats de 7 ans, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas la Constitution, la même Constitution nous donne un grand devoir, c'est pas de l'article 64, de détruire les gens qui veulent prendre le pouvoir par la force. Ça, c'est un coup de force que les partis de la majorité présidentielle veulent essayer. Donc, comme nous avons l'article 63, 64 qui nous donne ces droits, et l'article 69 qui place, mais c'est le président de la République, un homme qui doit être au centre pour pouvoir conserver très bien la Constitution, et si lui il viole son article 69, dont il est le symbole de l'unité nationale, il est le garant de la Constitution, l'article 74, nous allons lui appliquer l'article 64. Merci. Je sais qu'il y aura des morts. Merci. Je sais que le pays va sombrer. Mais autant faire sombrer le pays pour que la légalité puisse trôner au sein de notre pays. Nous allons vouloir qu'on règle les choses de manière à se respecter pour qu'on évite tout. Merci. Dans le cadre de la supervision des activités de la Banque mondiale dans la province de Maniema, le directeur des opérations de cette institution en République démocratique du Congo, Yotash Ouayoro, a séjourné du 11 au 12 mars dernier à Kindu, dans le sud de Maniema. Son séjour s'inscrit dans le cadre des différentes réalisations de la Banque mondiale dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Suivons ce reportage que nous propose ici Laetitia Lovoiseau. Ce séjour de 2 jours du 11 au 12 mars dans la province de Maniema a permis au directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo de palper du doigt les différentes réalisations de la Banque mondiale dans les secteurs de la santé et de l'éducation, précisément avec le projet PARS et PROCEB.
Eustache Ouayoro a en effet échangé aussi bien avec les autorités politico-administratives qu'avec la société civile, au sein de laquelle l'on compte les universités. Après sa rencontre avec le professeur et étudiant, le directeur des opérations de la Banque mondiale a remis des livres à l'université de Kindu ainsi qu'à l'école primaire dite de l'excellence où il a fait un don de manuels scolaires de français et de mathématiques, des degrés moyens. De l'autre côté de la rive du fleuve Congo, à l'hôpital général de référence d'Alunguli, la délégation de la Banque mondiale s'est imprégnée de la situation de cette formation. Lors de la descente à la SNCC, la délégation de la Banque mondiale, les entretiens ont tourné autour de la réhabilitation des bateaux, des trains et du rail, dans l'objectif de désengorger la province du Maniema. À l'issue de ces séjours de 2 jours à Kindu, le patron des opérations de la Banque mondiale en RDC a déclaré que sa délégation rentre à Kinshasa avec une impression positive du Maniema. Les autorités politico-administratives ont également sollicité la continuité financière de la Banque mondiale dans le projet santé et éducation. À travers une cérémonie qui s'est déroulée dans la ville de Matadi, le numéro 1 de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou, dans sa vision de promouvoir la jeunesse, s'est investi résolument dans la réhabilitation de quelques écoles de la province. Par l'occasion, il a remis quelques tôles et quelques manuels scolaires. Suivant ce reportage que nous propose ici, Blaise Lupemba. Les gouverneurs de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, dans sa vision de promouvoir la jeunesse, s'est investi résolument dans la réhabilitation de quelques infrastructures scolaires de sa province. À travers une cérémonie qui s'est déroulée dans la ville de Matadi, le gouverneur Jacques Mbadou Sitou a effectué une série de remises aux différentes écoles. D'abord, un lot important d'étoiles, 33 614 manuels scolaires et dictionnaires. 6 bourses d'études ont été également octroyées aux lauréats des examens d'État de l'édition 2012-2013. Primo, reconnaître les efforts fournis par les enfants durant toute l'année 2012-2013 jusqu'à faire les meilleurs résultats de la province. Pour ce motif, nous leur présentons les félicitations de la province tout entière. Pour Jacques Mbadou, gouverneur de la province du Bas-Congo, l'éducation de la jeunesse du Bas-Congo en particulier et de la République démocratique du Congo en général est l'un des domaines prioritaires du chef de l'État, Joseph Kabila, pour l'émergence de la RDC. La présence des taxis-motos dans la ville-province de Kinshasa est à l'origine de nombreux accidents mortels. Quelques motards et médecins ont donné leurs avis dans ce dossier. Au cœur sensible, en tout cas, de s'abstenir. Suivant ce reportage que nous propose ici, Prince Yambouyi et Dodé Zombo. Beaucoup de gens ont trouvé la mort et d'autres sont restés invalides suite à un accident de moto. Les conséquences d'un accident causé par la moto sont toujours néfastes, à en croire le docteur Pierre Ntumba, orthopédiste et traumatologue de l'appareil locomoteur à la clinique Ngalema. Dans l'hôpital où je travaille, il ne se passe pas un jour sans avoir reçu au moins 2 à 3 victimes d'accidents par moto. Ces accidentés, quand ils nous arrivent, ils ont une série de lésions que nous pouvons qualifier comme suite. Les lésions crânio-cérébrales qui viennent en premier lieu parce que ces patients, quand ils tombent de moto, ils se réceptionnent le plus souvent par leur tête. Ça peut être de simples plaies, ça peut être des fractures fermées, ouvertes, ça peut être des lésions hémorragiques par ressaut, ça peut être des contusions abdominales avec ce qui peut amener de graves hémorragies internes. Ça dépend des lésions. Si ce sont des lésions bénignes, la guérison peut s'en suivre sans séquelles, mais quand ce sont des lésions graves, comme vous verrez dans certaines images, il peut y avoir des lésions, des séquelles graves. L'accidenté peut connaître plusieurs fractures, notamment de membres supérieurs et inférieurs, de la colonne cervicale, du bassin et autres. Cela au risque de préjudicier sa vie, comme vous pouvez les constater sur ces images, semblables à la boucherie humaine. Oui, il y a des mois, quand il y a un traumatisme grave, surtout le traumatisme crânien,
ces malades, la mort pas s'en suivre. Ces gens de lésions finissent par de graves fractures. Parfois, ça peut même aller jusqu'à des amputations. Nous avons déjà reçu plusieurs cas qui sont arrivés avec de graves lésions de membres supérieurs et inférieurs, avec des lésions graves de vaisseaux et des nerfs, avec des fractures ouvertes qui ont nécessité une amputation. Ceux qui prennent le taxi-moto, ils doivent faire en sorte de ne pas être à plusieurs sur le taxi-moto. Plus il y a de passagers sur le taxi-moto, plus il y a risque d'accident. Quand ils sont sur ce taxi, ils doivent porter un casque qui ait une protection majeure quand il y a chute, surtout avec réception de la tête. Bien que le taxi-moto soit un moyen de transport plus rapide actuellement dans la ville-province de Kinshasa, la plupart de ces motards n'ont pas la maîtrise de ces motocycles, ni encore du code de la route pour quelques-uns d'entre eux. Les accidents sont en train de se produire, surtout par nos amis qui s'enivrent au moment où ils sont en train de travailler. Mais sur un monsieur qui quitte bien chez lui, avec l'esprit du travail, il est allé chercher son argent pour nourrir sa famille, parvenir quand même à faire ce qu'il peut faire. Je pense que ce monsieur-là ne peut pas s'enivrer, ce monsieur-là ne peut pas prendre de la boisson au moment où il est en train de travailler. Nous ne faisons pas l'accident, mais le code de notre accident, c'est le chauffeur de DCC qui ce n'est pas tout le monde qui est appelé Wewa, qui conduit la moto. Parce que nous avons aussi des Wewa forcés. On a des Wewa forcés. Soit disant Wewa, donc il a vu son ami avec la moto, alors lui aussi cherche la moto et il conduit ça. Donc ça même, il ne connaît même pas donc, le code de la route. Il est un peu derrière, alors il peut avoir une moto, alors il sort le code de la route, alors il après. Les problèmes qui causent beaucoup d'accidents, surtout chez nous, les motards, surtout chez nous les motards, nous avons des mauvais motards. Notamment, un mauvais motard, tu dois les connaître comment? D'abord, vous devez les connaître d'abord par son habillement. Son habillement, notamment par sa casque. Si ce monsieur n'a pas sa casque, parce que il y a un système qui s'est fait ici en Kinshasa, qu'on est en train d'apprendre aux gens les motos, on les apprend comment? Lorsqu'on va vous apprendre la moto, soit en 20 mai, on t'apprend pour conduire 2 ou 3 jours, 4e jour, tu commences à transporter les gens. Cependant, un arrêté portant réglementation et exploitation de motocycles destinés au transport des personnes et des biens à Kinshasa a été mis sur pied. Cette réglementation ne connaît à ce jour aucun suivi au préalable par l'autorité des tutelles. Les raisons sont encore tenues secrètes. Monsieur Moké, je reviens à vous. Alors qu'il arrive, finalement, malgré que vous pensez qu'il y aura quelque chose, si on osait reviser la Constitution pour la tailler sur mesure, alors la curiosité aujourd'hui, c'est que la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale est toujours majoritaire, et c'est vers là que nous tendons. Et quel type de conseil alors aujourd'hui, à ce stade des temps, vous pouvez prodiguer pour que de telles idées noires ne puissent plus avoir place, en tout cas aux citoyens, ceux-là qui prétendent aimer effectivement la nation, étant donné qu'on ne sortait pas très longtemps de la dictature. C'est le peuple congolais qui reste majoritaire dans son propre pays. Et je vous dis ce soir, l'opposition en général m'a mandaté de donner un avertissement à la majorité présidentielle, à tous les niveaux, de ne pas oser de faire comme ils avaient fait en 2006, à 2011. Et cette fois, l'opposition dit il y aura la vie ou la mort. Alors, parce qu'ils ont un argument, excusez-moi, M. Moké, comme quoi cette constitution a été élaborée par des gens qui n'étaient pas mieux placés pour la présenter à la nation. Et alors, de tels arguments, jusqu'à ce jour, ça passe. Mais ça ne colle pas. Ces gens-là, quand nous on défendait la Constitution en 2006, ils n'étaient même pas dans la politique. Beaucoup de gens ils sont tombés comme des cheveux souples dans la politique. Merci. Il faut commencer à critiquer la Constitution. La Constitution de 18 février, avant le référendum, nous on avait discuté sur vos plateaux de télévision
pour des articles qu'on ne pouvait pas mettre dans cette constitution. Mais leur côté a discuté jusqu'à ce que le oui avait rapporté. Aujourd'hui, vous voulez critiquer les mêmes, ils se critiquent d'eux-mêmes. Alors, je termine en vous disant, quand on ne connaît pas la politique, on doit faire soit la musique, on doit faire soit les cafés comme moi je le faisais. Parce que moi, je suis un exportateur de café. Merci. Soit on rentre dans nos anciennes histoires qu'on faisait, qu'on laisse la politique aux politiciens. Nous sommes des politiciens. Merci. Et nous ne pouvons pas rouler et tromper notre peuple. Si M. Kabila veut réviser la constitution pour qu'il puisse s'éterniser, mais le peuple sera maître du terrain. Nous vous disons alors merci. C'est moi qui vous remercie et remercie aussi l'opposition dans son ensemble pour m'avoir dit de dire à la majorité présidentielle attention. Merci. Voilà. Place à présent à la revue de presse. Fixation des prix dans les télécoms, rencontre de la majorité présidentielle à Kingakati. Voilà en substance le contenu d'informations publiées ce jeudi 20 mars 2014 dans les journaux paris à Kinshasa. Parlant de la fixation des prix dans les télécoms, Matata, manipulé sur l'avis de la haute cour, signale Congo Nouveau. Une forte agitation secoue le secteur des télécoms à l'origine. Encore et toujours, le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications au Congo, afin de départager tous les opérateurs protagonistes autour de la question relative à la fixation des prix. Le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et des Communications avait dû recourir à la Cour suprême de justice pour interprétation de certaines dispositions de la loi cadre sur les télécoms. Mais chose étonnante, le président de l'ARPTC veut de nouveau ramener la confusion en cherchant à amener le Premier ministre Augustin Matata dans ses élucubrations habituelles. Forum des Astres revient sur la question pour titrer, pour contourner l'arrêt de la Cour suprême de justice, Minakunda tente d'impliquer Matata. Pour y arriver, le président de l'ARPTC aurait, dans un courrier, demandé au Premier ministre Matata d'ignorer l'avis de la haute cour. Le même quotidien titre « Enfin, Kingakati, c'est son matin ». C'est à l'occasion de cette rencontre des cadres de la majorité présidentielle que les grandes décisions seront prises pour la bonne ou mauvaise marche du pays. Congo Nouveau revient cette fois-ci pour parler de l'affaire Franck Mvundu, auteur du plan comptable décimal, et la Banque centrale du Congo pour titrer « La Banque mondiale s'exclame du non-paiement des droits d'auteur de Franck Mvundu jusqu'à ce jour ». La curiosité, selon nos confrères, est que et la Banque centrale, et la primature, et le ministère de la Justice, et la justice, aucune instance ne comprend pourquoi la Banque centrale du Congo ne sait pas payer les droits d'auteur de Franck Mvundu. Cette affaire ne sait que ternir l'image de la Banque centrale du Congo aux différents partenaires étrangers. C'est tout. Alors tout pour ce soir. Merci. Voilà, c'est par là que nous mettons finalement un terme à notre journal de ce jeudi 20 mars 2014. Journal que nous avons reçu pour vous, M. Mokia Gabriel, président du mouvement des démocrates congolais. Voilà, vous avez suivi ses points de vue. Il met toute personne qui oserait donner un quelconque point de vue pour la révision des dispositions intangibles de la Constitution pour la tailler sur mesure. Alors nous vous disons simplement merci. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.